Marcus et Théo Lambert passaient leur journée dans le monde poussiéreux de la ferraille maritime. Depuis 15 ans, ils rachetaient de vieilles coques condamnées pour en revendre l'acier au poids, un métier ingrat qui laissait rarement plus qu'une marge modeste. Leur dernière acquisition était un remorqueur industriel des années 70, coulé à moitié dans un coin oublié du port de l'Orient, sa coque grise couverte de rouille et d'algues séchées. Aux enchères, personne ne s'y était intéressé plus de 30 secondes. Trop vieux, trop abîmé. Une épave dont même la valeur du métal semblait douteuse, tant la coque paraissait fatiguée. Marcus avait pourtant remarqué un détail que les autres avaient ignoré. La salle des machines, d'après les photos de l'expertise, n'avait jamais pris l'eau. Il avait levé sa pagaie sans hésiter. Les deux frères repartirent propriétaires du remorqueur pour une somme qui ne couvrait même pas le carburant nécessaire pour le remorquer jusqu'à leur chantier. Le renflouement prit une semaine. Une fois le bateau stabilisé sur cale sèche, ils descendirent dans le ventre du navire, équipés de lampes frontales et de masques contre l'odeur de moisi. La salle des machines apparut intacte, presque étrangement préservée. Au centre, trônait un diesel 16 cylindres en V, une masse d'acier noir aussi haute qu'un homme, ses culasses alignées comme les côtes d'un animal endormi. Théo passa la main sur le carter. Pas de corrosion. Pas la moindre trace de calcaire, malgré des années d'humidité ambiante. Marcus s'accroupit près d'un bloc de refroidissement et remarqua des marques d'outils toutes récentes, des traces de clés plates encore brillantes sous la crasse. Quelqu'un avait travaillé sur ce moteur bien après l'abandon officiel du bateau. Ils remontèrent sur le pont et fouillèrent la timonerie, où ils trouvèrent un carnet d'entretien coincé derrière un tableau électrique hors service. Les dates ne correspondaient à rien dans le registre officiel du remorqueur. Un carénage privé, effectué en toute discrétion, jamais déclaré nulle part. L'anomalie suivante se révéla 3 jours plus tard, en plein démontage du carter inférieur. Théo, chargé de retirer les vis de fixation, sentit que le panneau pesait bien plus lourd d'un côté que de l'autre, un déséquilibre impossible pour une pièce mécanique standard. Ils sortirent les plans techniques originaux du moteur, récupérés auprès d'un vieux mécanicien retraité qui avait connu ce modèle dans sa jeunesse. Rien sur les schémas n'indiquait de renfort ou de cavité à cet endroit précis. Le poids ne collait pas. C'est là qu'ils interrompirent leur travail pour souffler un instant. On va faire une petite pause, parce qu'on a besoin de votre aide pour valider cet achat complètement fou. On est vraiment proche des 1000 abonnés, et ça nous ferait énormément plaisir de franchir ce cap avec vous. Si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo et abonnez-vous. Ça change vraiment tout pour nous. Et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. On adore voir jusqu'où nos aventures voyagent dans le monde. Bon, retournons à la salle des machines, parce que ce qu'ils ont trouvé ensuite dépasse tout ce qu'ils imaginaient. Marcus prit la meuleuse et découpa un petit panneau d'accès sur le flanc du carter, à l'endroit exact où le poids semblait concentré. Les étincelles jaillirent, et une odeur d'huile ancienne se mélangea soudain à quelque chose de plus inattendu, une note presque chimique, comme du papier ancien conservé sous scellé. Derrière la première paroi métallique apparut une seconde cloison, plus fine, clairement rapportée après la fabrication d'origine. Une chambre secrète avait été aménagée à l'intérieur même du bloc moteur. Théo agrandit l'ouverture pendant que Marcus braquait sa lampe à l'intérieur. La cavité était sèche, doublée de mousse industrielle, et contenait une caisse métallique verrouillée, ainsi qu'une pochette étanche en toile cirée. Avant même d'ouvrir quoi que ce soit, un spécialiste en moteur marin qu'ils avaient consulté par téléphone leur confirma une chose stupéfiante. Ce modèle précis de 16 cylindres était l'un des 3 seuls exemplaires encore complets et fonctionnels recensés dans le monde. Une pièce recherchée par plusieurs musées industriels européens, capable à elle seule d'atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros aux enchères spécialisées. Ils ouvrirent la caisse avec un pied de biche. À l'intérieur, des lingots d'argent industriel soigneusement emballés, accompagnés d'une liasse de titres au porteur datant des années 80, encore parfaitement lisible. La pochette en toile cirée contenait un carnet manuscrit, tenu par un certain Yves Kerviel, ancien second du remorqueur, disparu sans laisser d'adresse, peu après le naufrage volontaire du navire. Ces notes racontaient une histoire de détournement, une cargaison de métaux précieux destinée à une entreprise de dragage qui avait fait faillite dans des circonstances troubles et dont une partie des actifs avait tout simplement disparu des registres officiels au moment de la liquidation.
Kerviel avait profité du chaos pour dissimuler sa part à l'intérieur du moteur, avant de s'aborder discrètement le remorqueur et de disparaître, convaincu que personne ne penserait jamais à chercher une fortune au cœur d'un bloc diesel. La dernière page du carnet changea la nature de la découverte. Kerviel n'agissait pas seul. Il évoquait un commanditaire resté dans l'ombre, un homme d'affaires que la liquidation frauduleuse avait enrichi bien au-delà des lingots retrouvés, et qui avait fait pression sur plusieurs anciens employés pour garder le silence. L'affaire n'avait jamais été rouverte, classée sans suite faute de preuves. Les frères comprirent qu'ils ne tenaient pas seulement un trésor entre les mains, mais la pièce manquante d'une fraude financière vieille de 40 ans, encore susceptible d'impliquer des gens bien vivants et probablement peu ravis de voir ressurgir cette histoire. Vendre discrètement l'argent et les titres aurait été facile. Mais les documents portaient des numéros de série traçables, rendant toute revente clandestine risquée autant que malhonnête. Ils rangèrent tout, refermèrent le panneau, et contactèrent un avocat spécialisé dans la restitution d'actifs financiers litigieux. L'avocat comprit immédiatement l'ampleur de l'affaire. Les titres aux porteurs, une fois authentifiés, furent transmis à l'autorité des marchés financiers, tandis que le carnet de Kerviel relança une enquête pour abus de biens sociaux que tout le monde croyait enterrés. Les investigations menèrent à l'ancien commanditaire, aujourd'hui retraité, mais toujours à la tête d'un patrimoine bâti en partie sur cette fraude. La justice mit plusieurs mois à démêler les responsabilités, mais grâce à la coopération totale des frères Lambert, une partie substantielle des actifs put être restituée aux ayants droit de l'entreprise liquidée, avec à la clé une prime légale de découverte pour Marcus et Théo. Le moteur, lui, échappa à la casse. Un musée maritime de Nantes en fit l'acquisition pour l'exposer tel quel, panneau secret ouvert, comme témoignage d'une escroquerie oubliée. Entre la vente du moteur, la prime de restitution et les honoraires versés par le musée, les deux frères empochèrent un total consolidé de 890 000 €. Ils investirent une partie de la somme dans l'agrandissement de leur chantier, qui se spécialise aujourd'hui dans le rachat d'épaves industrielles à forte valeur patrimoniale, un créneau que personne d'autre dans la région n'avait pensé à occuper. Marcus garde toujours le vieux carnet de Kerviel dans un tiroir de son bureau, comme un rappel que la valeur d'une chose ne se mesure jamais uniquement à son poids en acier. Un remorqueur payé pour rien, jugé bon pour la casse par tout le monde sauf eux, avait fini par valoir des millions, grâce à un moteur que personne n'avait pris la peine de regarder de plus près. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Abonnez-vous si elle vous a plu, et à très vite pour une nouvelle aventure.